tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être en ligne, pour le coup, avec vous ce soir. Donc, pour vous parler donc, des paradoxes de la nature, donc ce livre que j'ai eu le plaisir de coécrire avec Michel Raymond, qui est également directeur de recherche au CNRS à Montpellier. Et je commencerai donc cette présentation. Vous voyez bien la deuxième diapo, hein, ça fonctionne ? Oui, voilà, je commencerai cette présentation par une petite devinette. Quel est le point commun entre la reproduction sexuée, les caractères exubérants chez certaines espèces, l'homosexualité ou le fait d'accepter de se faire manger par sa partenaire? Eh bien, ce sont tous des paradoxes du vivant, c'est-à-dire des bizarreries, donc des situations paradoxales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe, tout d'abord? Au plan étymologique, le terme est issu du grec paradoxos, c'est contraire à l'opinion commune, qui correspond à une situation qui s'écarte de ce que l'on attend, de l'intuition, du sens commun ou d'un cadre théorique. Alors, le cadre théorique qui va nous intéresser, nous, ce soir, eh bien, c'est les sciences de l'évolution, la théorie donc de Charles Darwin, ce qui permet d'expliquer comment les espèces évoluent depuis des millions d'années. Donc en fait, quelques mots un tout petit peu quand même sur cette théorie, la sélection naturelle, pour comprendre le reste de mon propos. Donc pour qu'il y ait sélection naturelle, cette force qui fait avancer et évoluer le vivant, en fait c'est relativement simple, mine de rien, il faut qu'il y ait trois conditions à la base. Alors attendez, j'essaie de mettre le pointeur. Non, c'est pas là le pointeur. Est-ce que vous voyez mon pointeur là? Oui, normalement on a dû le voir. Donc en fait, pour qu'il y ait de l'évolution, il faut tout d'abord qu'il y ait de la variation. Donc j'ai pris un petit exemple ici avec un papillon dont on va reparler. Donc vous avez ici un morphe clair et un morphe sombre. Il faut qu'il y ait un substrat génétique en rapport avec cette variation, et il faut qu'il y ait un succès reproducteur différentiel en fonction donc de ces phénotypes. Et donc dès que vous avez ces trois conditions, variation, héritabilité et succès reproducteur différentiel, eh bien c'est parti et on a de la sélection naturelle. Donc l'exemple que j'ai choisi ici, sans doute certains le connaissent déjà, c'est donc la phalène du bouleau, un petit papillon. Donc vous pouvez voir que les morphes blancs qui vivent normalement sur les troncs de bouleau, évidemment, sont mieux camouflés que les morphes sombres, si bien que les morphes sombres vont se faire capturés plus facilement par les prédateurs, vont vivre moins longtemps, moins se reproduire et moins transmettre le patrimoine génétique à l'origine de cette variation qui leur confère cette couleur sombre. Par contre, si on a une pollution, et notamment une pollution industrielle comme c'est arrivé, et que les troncs de bouleau deviennent sombres, eh bien cette fois ce sont les papillons aux morphes clairs qui sont les plus visibles, et le processus s'inverse, et donc on va avoir une sélection donc d'individus sombres. Voilà, donc avec ces trois conditions, mine de rien, on peut expliquer la totalité de l'évolution du vivant, avec bien sûr des dérivations complexes, mais à la base, la sélection naturelle, il faut retenir que ça repose donc sur des conditions simples, et que le point clé à comprendre dans toute cette histoire, c'est la maximisation du succès reproducteur, c'est-à-dire que la sélection naturelle ne favorise pas la survie directement, elle favorise le succès reproducteur, et donc la survie est au service du succès reproducteur. Alors pourquoi un paradoxe dans ce que j'ai cité tout à l'heure? En fait, se reproduire de façon sexuée, c'est beaucoup plus complexe que de se reproduire de façon clonale, pour plein de raisons que nous verrons tout à l'heure, et pourtant l'immense majorité des organismes font de la reproduction sexuée. Avoir des caractères exubérants, ça peut considérablement réduire la survie. Je vous ai présenté ici la queue du paon, mais ça peut être les bois chez les cerfs. Quand on a une meute de loups aux trousses et qu'on doit se frayer un chemin dans la forêt, c'est pas pratique. L'homosexualité, a priori, c'est pas la meilleure façon de se reproduire pour transmettre ses gènes. Accepter de se faire manger par sa partenaire, c'est une forme de suicide. Et a priori, quand on se suicide, on supprime toutes les activités dont la reproduction. Donc, toutes ces situations sont en apparence paradoxales. On va bien sûr voir qu'avec une réflexion un petit peu plus poussée, le paradoxe n'est qu'apparent. Alors, le livre ne se limite pas à ces quatre exemples. Il y a d'autres thèmes qui sont traités, notamment le paradoxe de la prédation, puisqu'en fait, les prédateurs ratent très souvent leur proie, ce qui peut sembler surprenant, puisqu'a priori, les prédateurs sont sous le feu de la sélection naturelle depuis des millions d'années pour exceller dans l'art qui consiste à capturer leur proie, et pourtant, ils les ratent très souvent. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi la sélection naturelle n'a pas été plus efficace à nous débarrasser
de pathologies qui nous empoisonnent, comme la dépression, l'hyperanxiété. Les grossesses gémellaires, en fait, tout laisse penser que, comme tous les grands mammifères, nous avons été optimisés pour avoir un seul descendant par épisode de reproduction, et pourtant des jumeaux, il en existe. Il y en a même de plus en plus, c'est quand même surprenant. Comment on arrive à maintenir des gauchers dans un monde essentiellement fait de droitiers? C'est une autre énigme. Pourquoi on est attiré par toutes les cochonneries qui sont mauvaises pour notre santé? C'est quand même pas de bol, c'est quand même assez paradoxal que tout ce que on apprécie, notamment le gras, les sodas, choses comme ça, c'est des choses qui typiquement sont mauvaises pour notre santé. On peut également être surpris par le fait que certaines de nos cellules qui nous font fonctionner au quotidien, qui nous permettent de vivre, de nous reproduire, soudainement, un jour, vont se retourner contre nous pour devenir cancéreuses et conduire à cette maladie qui, comme on le sait, peut nous tuer. La sénescence, c'est un autre paradoxe. Imaginez que dans une population, on ait un organisme qui est acquis la capacité à renouveler en permanence ses tissus. Un tel individu serait immortel et pourrait a priori avoir un avantage sélectif. En plus, certains le font, comme les hydres. Donc pourquoi l'immense majorité des autres organismes vieillissent? Ça peut sembler paradoxal, avec même différentes formes de sénescence, comme la ménopause, un autre paradoxe. Pourquoi arrêter de se reproduire plusieurs années avant la période où on décède? C'est pas toutes les espèces, c'est certaines espèces. Donc comment ça évolue? Pourquoi? La roue, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Comme vous le savez, depuis que l'homme a inventé la roue, eh ben cette invention fantastique a permis de faire des charrettes, des voitures, des vélos, des roues d'avion pour atterrir. Imaginez un monde aujourd'hui sans la roue, c'est absolument impossible. Mais pourtant, cette invention qui semble si géniale n'existe pas dans la nature. Aucun animal ne se déplace avec une roue. Donc là encore, ça peut sembler paradoxal. La planète, on le sait, on le voit tous les jours à l'actualité, on la pollue de plus en plus. On est en plus maintenant entouré de scientifiques qui sont capables de nous prédire à quel point ce genre d'attitude nous fait aller à grande vitesse droit dans le mur. Tout le monde le sait et pourtant on continue. Donc un comportement qui peut sembler là encore paradoxal. Et puis, un dernier paradoxe, c'est l'effet placebo. Il y a réellement des médicaments qui n'ont aucun principe actif et qui arrivent à améliorer l'état de santé d'une personne qui est malade. C'est l'effet placebo, ça existe. Alors, évidemment, il n'est pas question ce soir d'aborder la totalité de ces paradoxes, autrement il me faudrait 6 ou 7 heures. Et puis, donc j'en abordais simplement quelques-uns. Et puis, clairement, l'objectif ce soir n'est pas de rentrer dans tous les détails, mais mon objectif est clairement l'envie de vous donner envie de découvrir ce livre et de le lire par la suite. Voilà. Donc, je vais traiter seulement quelques thèmes et encore pas entièrement, simplement pour vous mettre en appétit la plupart du temps. Donc, commençons par le cancer, donc un paradoxe qui est effectivement très surprenant. Pourquoi nos propres cellules vont un jour se retourner contre nous, s'affranchir de la logique collective dans laquelle elles sont inscrites pour construire un système parallèle à l'intérieur du corps, un système qui va bien souvent finir par nous tuer dans les phases invasives. Alors déjà, il faut savoir que le cancer existe dans toutes les classes de vertébrés. Et ça ne date pas d'hier. On trouve par exemple des traces de cancer chez des dinosaures du Jurassique. Alors, des cancers osseux, parce qu'évidemment, on a accès aux os, mais il ne fait aucun doute qu'ils en avaient ailleurs également. On trouve également des cancers chez des invertébrés, tels que des mollusques, des drosophiles également, donc des insectes, et puis ces petits cnidaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc des petits organismes vraiment pluricellulaires de base qui développent des tumeurs. J'en ai plein dans mon laboratoire en ce moment, et une des particularités des tumeurs qu'elles hébergent, c'est qu'elles sont transmissibles à leur descendance. C'est-à-dire que les hydres, peut-être vous le savez, se reproduisent de façon asexuée en bourgeonnant. Et donc j'ai des lignées qui développent des tumeurs, et la tumeur se faufile dans le bourgeon. Et donc la descendance est contaminée par ce cancer qui est devenu donc transmissible. Alors, d'une façon générale, pour les biologistes de l'évolution, le cancer, c'est une maladie qui est apparue il y a à peu près 1 milliard d'années, lorsque la vie est passée du stade unicellulaire à pluricellulaire, donc des organismes avec plusieurs cellules. Donc ça mérite un petit peu d'explication. Il faut savoir que pendant 2 à 3 milliards d'années, sur la planète, après l'apparition de la vie, il n'y avait pas d'organisme multicellulaire, et donc il n'y avait pas de cancer non plus pendant 2 à 3 milliards d'années. Et puis ensuite, la sélection
naturelle, pour des raisons plus ou moins bien comprises, a commencé à favoriser une transition, le passage du stade unicellulaire à multicellulaire, donc des sociétés de clones. Vous êtes par exemple des sociétés de clones, vous avez plusieurs milliards de cellules dans votre corps qui à la base ont toutes le même ADN. Alors bien sûr, ça change au cours de la vie parce que vous allez accumuler des mutations dans l'ADN de ces cellules, mais à la base, vous êtes une société de clones. Donc la question que se posent les biologistes, c'est de savoir mais quels sont les facteurs qui favorisent cette transition. Pourquoi c'est avantageux de passer d'un système d'une seule cellule à un système structuré avec une société de clones? Donc il y a eu plusieurs explications avancées, mais celle qui semble être consensuelle entre les scientifiques, eh bien, c'est le bénéfice que procure la répartition des tâches. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un organisme unicellulaire, ce que j'ai représenté ici, eh bien, c'est un petit peu comme un médecin généraliste qui serait isolé et qui aurait absolument tout à faire depuis son secrétariat jusqu'à la cardiologie, la pneumologie, la gynécologie, etc. Par définition, il ne pourrait pas être très efficace dans toutes les disciplines qu'il voudrait considérer. Par contre, si vous êtes cette fois un organisme pluricellulaire avec une répartition des tâches, donc si je poursuis ma métaphore, on n'est plus sur un médecin généraliste isolé, mais sur une clinique ou un hôpital avec différents spécialistes, eh bien, vous êtes absolument plus efficace et bien sûr, la reproduction est limitée à une seule catégorie, on répartit les tâches. Et donc, cette logique rend les organismes beaucoup plus efficaces et une fois qu'elle a été enclenchée par des mutations, la sélection naturelle a fortement favorisé ceux qui se débrouillaient mieux que les autres pour, par exemple, trouver de la nourriture, se déplacer, éviter les infections, les prédateurs. Et donc, ensuite, ça a conduit évidemment à cette fantastique diversification du monde multicellulaire que nous connaissons. Et le problème de cette structure avec répartition des tâches, eh bien, c'est qu'elle est hautement sensible, vulnérable à l'apparition de tricheurs, puisque dans un organisme multicellulaire, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, seules certaines cellules sont en charge de la reproduction, les cellules sexuelles. Les autres cellules, les cellules de votre bras, par exemple, n'ont pas vocation à transmettre le patrimoine génétique aux générations suivantes. Et donc, demander à des organismes, à des entités vivantes de renoncer à la reproduction, c'est un énorme sacrifice darwinien. Et donc, il a fallu des tas d'adaptations pour contraindre ces cellules, renforcer la cohésion dans le fonctionnement et puis des mécanismes de défense pour éliminer celles qui tenteraient de se reproduire malgré tout. Et il y en a tous les jours dans notre corps, des cellules qui s'affranchissent, qui se désolidarisent de cette logique collective. Et si ce conflit d'intérêts n'est pas bien réprimé, eh bien ça conduit à une tumeur qui peut ensuite être invasive et mortelle. Alors bien sûr, puisque le problème existe depuis l'origine de la multicellularité, eh bien la sélection naturelle a favorisé aussi la mise en place de défenses anti-cancer extrêmement puissantes. Nous sommes très forts pour éliminer les cancers. En fait, quand on voit le nombre de cellules que nous avons dans notre corps, la probabilité qu'il y en ait une qui déraille et qui tente d'initier une tumeur, elle est énorme. Et bien sûr, on n'a pas des tumeurs autant qu'on devrait en avoir. Et c'est simplement le résultat de nos défenses anti-cancer qui sont extrêmement puissantes. Donc le problème des cellules cancéreuses, c'est que ce sont également des entités vivantes. Dès lors, elles sont soumises, elles aussi, à la sélection naturelle, cette fois en temps réel, pour évidemment contourner les défenses que nous avons mis en place. Et donc, c'est ce même processus, la sélection naturelle, qui va d'un côté favoriser sur des millions d'années la mise en place de barrières anti-cancer relativement puissantes et malheureusement qui va également favoriser les cellules cancéreuses capables de contourner ces adaptations. Donc voilà une partie de l'explication du paradoxe du cancer. Il y a bien sûr plein d'autres choses à découvrir dans les paradoxes de la nature au sujet donc du cancer. Pourquoi certaines espèces en ont plein, pourquoi d'autres en ont pas, quels sont les secrets que la sélection naturelle a mis en place, a retenu chez certaines espèces pour les rendre totalement résistantes au cancer. Pourquoi nos thérapies qui fonctionnent soudainement ne fonctionnent plus. Vous pouvez découvrir tout ceci dans les paradoxes de la nature.
Je vais vous parler maintenant du suicide adaptatif, le fait que certains animaux mettent fin à leur jour. Alors, on est bien d'accord, je ne parle pas du suicide humain dans cette situation-là, mais simplement d'animaux qui développent donc des comportements qui sont de nature à supprimer leur vie, à réduire en tout cas fortement leur vie. Donc, c'est des comportements qui peuvent évidemment sembler paradoxaux parce que quand on se supprime, on met fin à toutes ces activités, y compris la reproduction, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte le plus en monnaie darwinienne, eh bien, c'est la reproduction. Et donc, pourtant, il y a ce comportement est assez répandu, de nombreuses espèces, insectes, crustacés, mammifères, ont des comportements qui peuvent ressembler à des formes de suicide, avec donc des façons très différentes de se tuer. Certains, par exemple, vont sauter dans le vide, ce qui est la garantie d'une mort assurée. D'autres vont sauter dans l'eau alors que ce sont des insectes terrestres. D'autres vont littéralement se faire exploser, des fourmis kamikazes, on va en reparler. Certains foncent droit vers un prédateur ou encore se laissent dévorer par des congénères comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc comment de tels comportements ont pu continuer à exister, pourquoi la sélection naturelle ne les a pas totalement éliminés, et pire, pourquoi les a-t-elle même favorisés chez certaines espèces. Donc une première catégorie d'explication, c'est la reproduction indirecte. En fait, il faut savoir qu'il y a au moins deux grandes façons de se reproduire. La façon directe, c'est-à-dire d'avoir ses propres descendants, mais une façon aussi indirecte de se reproduire, c'est de favoriser la reproduction d'individus qui vous sont apparentés, vos frères par exemple ou vos sœurs. Quand on posait la question au célèbre généticien Haldane, est-ce que vous accepteriez de sacrifier votre vie pour votre frère? Eh bien, il répondait avec une pointe d'humour, pour un frère, non, mais pour 2 frères ou 8 cousins, pourquoi pas? Et tout simplement parce qu'il y a une équivalence en termes de matériel génétique transmis, et il ne faut pas oublier qu'en monnaie darwinienne, là encore, ce qui compte, ce sont les gènes qui sont transmis, et nous sommes rien d'autre que des sacs, entre guillemets, des enveloppes avec des gènes qui sont sous sélection pour se transmettre. C'est peu flatteur pour notre ego, j'en conviens, mais c'est comme ça. Et donc, pour vous montrer un exemple où l'apparentement peut expliquer des comportements suicidaires, j'ai choisi ce petit puceron. Voilà, donc qui est un organisme vivant qui se reproduit de façon clonale à la belle saison et qui se reproduit de façon sexuée à l'automne. Mais tout l'été, il se reproduit donc de façon parthénogénétique en donnant des individus absolument identiques à lui-même. Et ce petit puceron peut également être victime du parasitisme par une petite guêpe qu'on appelle un parasitoïde. Et donc là, vous voyez cette guêpe en train d'injecter son œuf dans le puceron. Donc le puceron qui se fait attaquer au stade larvaire n'arrivera jamais à se reproduire un jour, il sera tué avant. Donc il est en quelque sorte condamné, il n'a plus rien à perdre, pour faire simple. Donc si la guêpe arrive à se développer à l'intérieur de ce puceron, elle va, comme je disais, le tuer. Elle va ensuite émerger, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller piquer les pucerons qui sont autour, c'est-à-dire les pucerons apparentés, et en fait, c'est la totalité donc de ces individus qui vont mourir. Mais ceci n'arrive pas toujours, puisque dans les populations où la pression par cette petite guêpe est très forte, eh bien, la sélection naturelle a favorisé chez les pucerons le déclenchement d'un comportement suicidaire en cas d'infection. Alors, comment ils se suicident? Vous allez me dire, ils foncent droit sur une coccinelle. C'est pas exactement ça. Ça pourrait être ça, mais la sélection naturelle ne retient pas forcément les situations qui sont les plus évidentes. En fait, elle retient les situations qui marchent. Et en fait, là, le comportement suicidaire en question consiste justement en cas de danger, style un prédateur qui arrive par exemple, à sauter dans le vide. Et donc dans les régions très arides où ceci arrive, eh bien c'est l'assurance d'une mort par dessiccation en tombant sur le sol. Voilà, donc ce petit puceron, en se supprimant, va transmettre davantage de gènes au travers de la reproduction des individus qui sont apparentés, que s'il s'obstinait à vivre, auquel cas, eh bien, il favoriserait la propagation du parasite sur sa descendance identique à lui-même.
Un autre exemple sont les fourmis kamikazes. Donc là encore, il y a un terreau très fertile à l'émergence de comportements suicidaires parce que le système génétique chez les insectes sociaux comme les fourmis est tel qu'il y a un apparentement très fort entre les membres de la colonie. C'est-à-dire qu'en vous supprimant, eh bien, vous allez favoriser la reproduction d'individus qui sont apparentés s'il y avait un danger justement pour le reproducteur. Et donc chez ces hyménoptères, eh bien certaines fourmis ont des glandes qui leur permettent en courbant leur abdomen eh bien de libérer cette substance visqueuse et jaunâtre qui est extrêmement toxique et qui peut tuer ou ralentir en tout cas les adversaires. Alors, il faut déjà dire que ces ouvrières avaient renoncé à leur reproduction, ce qui était là encore une forme de suicide au sens évolutif du terme. C'est des individus qui de toute façon ne se reproduisaient pas. Mais donc là, ils sont en plus capables de se faire exploser, d'être kamikazes pour protéger les individus reproducteurs avec qui ils partagent un patrimoine génétique très proche. Ça existe également chez les termites. Chez les termites, pour bloquer les galeries, eh bien les individus, notamment les individus les plus âgés, peuvent se faire exploser aussi. Alors, l'apoptose, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le suicide cellulaire. C'est-à-dire qu'une cellule dans notre corps, lorsqu'elle devient inutile, voire dangereuse, typiquement lorsqu'elle accumule des mutations et qu'elle pourrait initier un cancer, eh bien, elle a un programme qui est mis en place au cours de l'évolution dans lequel elle va en quelque sorte activer une ceinture explosive. En fait, la cellule se suicide. Et d'ailleurs, les cellules cancéreuses qui arrivent à se développer sont celles qui, justement, ne se suicident plus. Lorsqu'une cellule n'a plus la fonction d'apoptose, eh bien, c'est les cellules autour qui lui envoient des signaux, si elle est aberrante, pour lui indiquer « Eh oh, là, tu consommes trop de sucre » ou « ta survie est trop longue, il faut que tu actives l'apoptose, le suicide cellulaire ». Donc, en fait, on s'aperçoit que toute l'évolution des organismes multicellulaires comme vous et moi repose à la base sur une adaptation clé qui est un suicide, qui est donc le suicide cellulaire. Donc là, évidemment, l'apparentement, il est très, très fort puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des sociétés de clones, c'est-à-dire qu'une cellule a tout intérêt à se suicider si elle devient dangereuse pour le collectif. Voilà, donc l'évolution des organismes multicellulaires repose en partie sur un suicide. Dans d'autres situations, les comportements suicidaires ne sont pas l'œuvre de l'individu lui-même, mais tout simplement d'un parasite qui est à l'intérieur. Donc là, je vous signale que c'est très souvent le cas dans les parasites qui sont transmis le long des chaînes trophiques, où on a typiquement des parasites qui vont manipuler le comportement des hôtes intermédiaires, qui sont des proies, en général, pour favoriser leur transmission vers des hôtes définitifs qui sont donc des prédateurs de ces mêmes proies. Et donc, ils vont augmenter la probabilité de capture. Et là, je vais vous prendre quelques exemples fascinants, puisqu'avant de travailler sur le cancer, je travaillais donc sur les parasites manipulateurs de comportement. Donc là, je vous amène dans le sud de la France, dans une lagune où j'ai mené de nombreux travaux, l'étang de Thau. Et donc, dans ces lagunes saumâtres vivent des petits crustacés du genre Gamarus qui sont victimes donc du parasitisme par un trématode. Alors, le trématode commence son cycle dans un escargot, une petite hydrobie, un escargot aquatique. Donc là, le parasite se met dans les gonades et il va castrer le mollusque et le transformer en une véritable usine de production de stades infectants, ce qu'on appelle les cercaires. Les cercaires vont sortir du mollusque pour aller s'enquister dans le crustacé. Alors, pas n'importe où, ils s'enquistent spécifiquement dans le cerveau, dans la tête. Vous pouvez voir ici sur des coupes que nous avions réalisées. Donc là, vous avez un parasite ici. Là, vous pouvez voir par transparence tous ces kystes. Vous pouvez en avoir jusqu'à 40. Je ne vous dis pas l'état du cerveau. Et les gamars qui sont ainsi parasités vont avoir une modification de comportement tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils vont monter attirés par la lumière. Mais le plus spectaculaire, en fait, c'est leur réponse
en cas d'une perturbation mécanique du milieu, comme un oiseau qui se déplace le long de la berge, hein, eh bien, au lieu de se cacher sous les pierres ou sous les algues, comme le font les gamarsins, eh bien, ceux qui ont ce parasite dans le cerveau vont monter à la surface et tourner vigoureusement à la surface, ce qui, bien sûr, attire l'attention des prédateurs, et le parasite va donc favoriser sa transmission comme ça au travers de ce comportement que l'on peut réellement qualifier de suicidaire, puisque tourner à la surface de l'eau quand il y a un prédateur, un oiseau prédateur d'invertébrés, c'est vraiment une bonne façon de mettre fin à ces jours. Un autre exemple tout à fait remarquable, c'est le parasite Toxoplasma gondii, qui est capable de manipuler le comportement des rongeurs pour leur faire aimer l'odeur d'urine des chats, ce qui est bien sûr une attraction absolument fatale. Donc ce parasite, en fait, se reproduit chez le chat, mais il utilise un hôte intermédiaire qui est donc un rongeur. Alors, parfois, les hommes peuvent se faire infecter. Pour le moment, on considère souvent que ceci est problématique uniquement dans le cadre de la primo-infection chez la femme enceinte, où les conséquences peuvent être effectivement désastreuses sur le fœtus. On va voir tout à l'heure que ça peut entraîner d'autres problèmes. Et donc, en fait, ce parasite, ce qui est remarquable avec la manipulation de comportement qu'il génère chez son hôte, c'est qu'il modifie l'attirance pour les odeurs, non pas de conspécifiques, de nourriture ou d'autres animaux, c'est uniquement par rapport à l'odeur d'urine des félidés. On a la même chose chez les chimpanzés qui sont infectés, qui se retrouvent attirés par l'odeur d'urine des panthères. En tout cas, ils n'ont plus d'aversion pour cette odeur. Et donc, des travaux récemment publiés ont montré que le parasite, en fait, jouait sur des circuits neuronaux impliqués dans l'attraction sexuelle. Donc, pour faire très simple, c'est un peu comme si le rat ou la souris était amoureux de l'odeur d'urine des chats. Alors, dans les exemples que je viens de vous montrer, vous allez me dire, oui, c'est intéressant, mais bon, le parasite, à l'origine du comportement suicidaire, utilise une relation prédateur-proie qui existe déjà. Donc, c'est vrai. Et donc, il y a des situations encore plus spectaculaires où, cette fois, les deux espèces qui sont reliées, et donc le comportement suicidaire va être exprimé par une espèce qui n'est pas du tout connue pour être une proie de l'hôte définitif. Et c'est le cas avec ce parasite Dicrocelium dendriticum, qui utilise donc des fourmis comme hôte intermédiaire et qui finit son cycle dans un mouton. Donc ce parasite, le voici. Et donc en fait, il est là encore responsable d'une modification de comportement tout à fait spectaculaire. Les fourmis dans la journée ont un comportement normal, mais lorsque arrive le soir, eh bien, au lieu de rentrer à la fourmilière avec les autres, eh bien, elles vont monter au sommet de la végétation. Avec leurs mandibules, elles vont fortement pincer les feuilles et rester évidemment dans cette position toute la nuit, ce qui est une très mauvaise idée. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour la fourmi, c'est pas une bonne idée, mais pour le parasite qui est à l'intérieur, c'est évidemment une très très bonne façon pour finir dans le tube digestif donc d'un herbivore. Donc vous avez ici un foie infecté. Alors ce qui est tout à fait intéressant aussi dans cette histoire, c'est que figurez-vous que le parasite, à l'origine de la manipulation de comportement de la fourmi, le pilote en quelque sorte, eh bien lui ne se reproduira pas dans le mouton. Donc là, vous allez me dire, mais c'est de nouveau un paradoxe. C'est quoi l'intérêt de manipuler le comportement de la fourmi si c'est pour ne pas se reproduire par la suite? Et en fait, ce parasite-là, c'est un suicide lui aussi, c'est-à-dire qu'il va renoncer à sa propre reproduction, mais au profit d'autres parasites qui sont absolument génétiquement identiques à lui-même. Voilà, donc c'est de nouveau une situation où il y a un apparentement très très fort, ce qui est donc, comme je disais tout à l'heure, un terreau fertile pour l'émergence et l'évolution de comportements en apparence suicidaires. Encore plus fort, certains parasites utilisent des escargots pour cibler un oiseau qui est plutôt un prédateur d'insectes. Alors, vous allez dire, ça ne devrait pas marcher. Si, ça marche tout simplement parce que le parasite est quelque part capable de transformer l'escargot en un insecte. Regardez les antennes de l'escargot qui se mettent à ressembler à des chenilles. Et si vous cherchez des vidéos sur Internet, vous verrez en plus que ça pulse, spécialement à la lumière. Voilà, on dirait absolument des chenilles. Et donc, c'est un leurre extrêmement efficace.
Un autre exemple, après je vais arrêter, mais tellement fascinant, j'ai eu l'occasion de le voir lorsque j'étais en thèse, donc ça remonte un peu, mais c'est absolument fascinant. Donc un petit parasite qui vit donc dans les lagunes du sud de la France, qui utilise un mollusque comme hôte intermédiaire, mais qui finit son cycle dans un poisson qui est plutôt lui un prédateur d'annélides, de vers marins. Donc là encore, il y a une astuce absolument remarquable. Donc ce parasite commence son cycle dans un premier mollusque. Là encore, les cercaires vont sortir pour s'enquister donc dans un autre mollusque. Et elles ne vont pas s'enquister n'importe où, elles vont se mettre dans les siphons du bivalve, et lorsque la charge parasitaire est forte dans le siphon, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une autotomie, un peu comme la queue d'un lézard qui s'arrache et qui va partir doué de mouvements propres, et c'est un leurre fantastique, évidemment. Les poissons mangent ce sac de parasites pensant que c'est un petit ver. Voilà, donc là, ce n'est pas un suicide de la coque, en fait, c'est une perte d'une partie de son corps. Sauter dans l'eau quand on est un insecte terrestre, ça peut sembler être un comportement tout à fait contre-productif aussi. Et donc, j'ai mené des travaux il y a plusieurs années sur ce phénomène fascinant. Donc là, je vais vous montrer une vidéo dont on est très fier. C'est un travail que nous avions publié à l'époque dans Nature. Voilà, donc vous devez voir à l'écran normalement un... Alors, non, ça marche peut-être pas. Là, vous allez voir à l'écran, donc normalement un grillon. J'espère que vous le voyez. Voilà, donc en fait, ce n'est pas un grillon, on peut dire que c'est un ver déguisé en grillon, puisque ce ver à l'intérieur finit son cycle dans l'eau et il va manipuler le comportement du grillon, l'obliger à se suicider en sautant dans l'eau. Donc là, vous allez voir l'émergence du ver. Donc j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas comme un ténia, il n'est pas dans le tube digestif, il est dans la cavité générale. Et donc, il doit faire un trou pour sortir. Et c'est précisément ce qu'il fait. Et c'est par cet orifice en pleine hémorragie qu'il va s'extirper de son hôte pour aller faire l'amour, ultime étape de sa vie. Tout de même, un peu de poésie. Et donc, voilà, donc des exemples de manipulation parasitaire comme ça, il y en a des centaines dans la littérature. Un autre cas de suicide, c'est le cannibalisme sexuel, hein, donc accepter de se faire dévorer par sa partenaire. C'est quelque chose que l'on observe assez souvent avec les mantes religieuses, mais aussi chez certaines araignées. Et donc, en fait, les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène. Donc, le phénomène, c'est surtout que les mâles ne cherchent pas à s'enfuir. Ils vont accepter de se faire manger. Et donc, en fait, on s'aperçoit que c'est une forme extrême de soin parental. C'est-à-dire que lorsque la probabilité de reproduction est relativement faible pour un mâle, soit parce qu'il y a peu de femelles dans la nature, soit parce que c'est la fin de la saison de la reproduction, eh bien, il a tout intérêt à se laisser manger, puisque les travaux ont montré que les femelles qui reçoivent le sperme du mâle vont le stocker dans une spermathèque, et en fait, les œufs seront produits essentiellement grâce aux bénéfices alimentaires procurés par le mâle, en fait. Hein. Donc, son sacrifice est une forme extrême de soin parental. Alors, je me rappelle aussi, lorsque j'étais à l'université, il y a quelques années, j'avais un professeur qui travaillait sur des araignées, les salticidés, les araignées sauteuses, et donc c'est absolument spectaculaire. Vous avez donc les mâles qui font un peu des signaux de parade pour réussir à approcher la femelle, et très souvent, ils viennent avec un petit cadeau pour la femelle. Le plus souvent, c'est une mouche qu'ils ont attrapée, qui est enveloppée dans un cocon, et le temps que la femelle ouvre le cocon pour découvrir le cadeau, ils font leur affaire. Et donc là, il y avait un mâle qui était arrivé sans cadeau, ce qui était évidemment extrêmement risqué, et donc la femelle lui avait quasiment tranché la patte. Donc pas du tout d'accord pour se laisser féconder. Elle lui avait tranché la patte et le mâle était reparti avec sa patte qui traînait, et en fait il avait fini d'arracher tout seul sa patte, il l'avait réemballée dans un petit cocon de soie et il avait apporté sa propre patte. Voilà, donc en fait il avait donné là encore une partie de lui-même pour réussir et donc l'histoire dit qu'il était arrivé à ses fins. Alors, il existe également des exemples dans la littérature assez médiatisés de suicides chez les lemmings ou encore chez les cétacés. Et là, je vous invite à découvrir la suite donc, dans les paradoxes de la nature. Je vais vous parler maintenant de la reproduction sexuée, qui est une
des plus grandes énigmes pour les biologistes de l'évolution. Le premier qui avait mis le doigt sur cette énigme, c'est John Maynard Smith, que vous pouvez voir sur l'écran à gauche. Alors, c'est une énigme. Plus de 99% des espèces se reproduisent de façon sexuée, et c'est une véritable énigme pour plein de raisons. D'abord, la reproduction asexuée est beaucoup plus efficace et moins coûteuse. Se reproduire de façon clonale, c'est tellement plus facile. Alors, déjà, d'un point de vue numérique, si on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe, en vert, ici, vous avez un individu qui a une reproduction clonale. Donc, vous avez une femelle qui va donc donner 2 filles, et chacune de ces filles va également donner 2 filles, alors qu'ici, vous avez une espèce équivalente qui a une reproduction cette fois sexuée. Donc on donne en moyenne un mâle, un fils et une fille. Les mâles ne portent pas directement de descendants, et donc du coup vous pouvez voir simplement que en l'espace de 2 générations, eh bien numériquement la reproduction clonale est beaucoup plus efficace, et donc on devrait être envahi d'individus à reproduction clonale. Lorsque vous êtes parfaitement adapté à votre environnement, ce qui est a priori le cas chez beaucoup d'espèces, quand on les regarde, on a vraiment l'impression que la combinaison est parfaite, eh bien, on pourrait penser que c'est optimal de produire des descendants qui seront absolument identiques et qui pourront avoir le même niveau d'adaptation à l'environnement, plutôt que d'aller faire de la reproduction sexuée avec de la recombinaison qui génère des tas de combinaisons différentes. Et dans l'eau, on peut parier qu'il y aura un paquet de combinaisons qui seront moins bien adaptées que celles du parent. La reproduction sexuée, c'est beaucoup de coûts également. Il faut convaincre un partenaire. Donc pour le convaincre, il faut souvent développer des attributs extrêmement coûteux à produire, dangereux, qu'attirent les prédateurs. Il faut parfois se battre avec des rivaux, avec des combats qui peuvent être mortels. Ça peut attirer également les prédateurs quand on fait trop de bruit, ou qu'on bouge trop, qu'on gesticule trop. Donc, pour attirer les femelles, on peut attraper donc des parasites lors de la reproduction, des parasites sexuellement transmis. Et puis, on peut également se faire manger, comme on l'a déjà évoqué, par sa partenaire. Donc, clairement, disons-le de façon très claire, le sexe est coûteux et c'est dangereux. Et pourtant, l'immense majorité des espèces se reproduisent de façon sexuée. Il y a donc là un vrai paradoxe. Et pour les biologistes de l'évolution, la solution, la clé de ce paradoxe, c'est d'imaginer qu'il y a des bénéfices cachés qui vont forcément venir compenser tous les coûts que je viens d'évoquer. Et donc, ça fait plus de 50 ans que les biologistes recherchent ces bénéfices cachés. Alors, l'hypothèse qui aujourd'hui est la plus populaire, en tout cas, c'est l'hypothèse de la reine rouge, une métaphore issue du roman de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, où la fillette demande à la reine rouge pourquoi on court tout le temps, et en fait, il n'avance pas. Et donc, c'est transposé dans un contexte qui est le nôtre ce soir. En fait, l'idée, c'est que nous sommes contraints de nous reproduire de façon sexuée en permanence pour générer de la nouveauté en permanence par rapport à un fléau que sont les parasites, qui, eux, généralement, sont des individus, des organismes de petite taille, qui ont un temps de génération très faible et qui donc peuvent évoluer beaucoup plus rapidement que nous. Et donc, en fait, si nous n'avions pas la reproduction sexuée pour générer de la nouveauté à chaque fois, eh bien, les parasites auraient vite fait de s'adapter à nous. Et donc, du coup, en tout cas, les espèces qui sont victimes d'un tel scénario, évidemment, disparaissent à des taux plus rapides que celles qui font du sexe. Alors, juste un petit exemple pour montrer que ça a du sens. Ce petit crustacé qu'on appelle une daphnie, la reproduction peut être sexuée ou asexuée. Donc là, elle est asexuée. Et les scientifiques ont montré bien, que lorsque la reproduction est effectivement asexuée, c'est-à-dire que les individus donnent des descendants qui sont génétiquement identiques à eux-mêmes, bien, les parasites qui infectaient les parents sont encore plus efficaces à infecter les descendants, tout simplement parce que le parasite, il a évolué, alors que le descendant, l'hôte, il n'a pas évolué. Et quand vous avez de la reproduction sexuée, bien, le parasite, cette fois, n'est pas très performant, tout simplement parce qu'il se retrouve face à une combinaison nouvelle. Voilà. Donc, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles nous avons le bonheur d'avoir la reproduction sexuée, bien, à la base, c'est une explication parasitaire. Il y a d'autres explications à l'évolution du sexe, et là encore, je vous invite à les découvrir dans les paradoxes de la nature.
Passons maintenant aux prédateurs, les as de la prédation, point d'interrogation. En fait, si vous êtes adepte des documentaires animaliers, comme c'est mon cas depuis ma plus tendre enfance, eh bien vous avez certainement observé à chaque fois la même histoire. Les prédateurs sont des spécialistes pour rater leur proie. Même le guépard, absolument un as de la vitesse, eh bien, on estime que dans 60% des cas, eh bien, il va échouer dans la capture de sa proie. Donc ça peut sembler paradoxal, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils auraient dû être optimisés par la sélection naturelle pour exceller dans l'art qui consiste à capturer leur proie. Donc, pour comprendre ce paradoxe, en fait, il ne faut pas focaliser son attention uniquement sur le prédateur, mais sur la coévolution qui s'installe entre les prédateurs et les proies. En fait, un premier principe qui explique ce paradoxe, c'est le principe d'inévie. Lorsque vous avez un prédateur qui court après une proie, il y a une asymétrie dans les coûts et les bénéfices. Un prédateur, il court en fait pour un repas. S'il le rate, c'est pas très grave. La proie, elle court pour sa vie. Donc, comme je disais, si vous ratez une proie, bon, c'est rarement mortel de sauter un repas, et puis tôt ou tard, vous aurez d'autres opportunités qui vous permettront cette fois de capturer une proie. Par contre, la proie qui, elle, court pour sa vie, si elle rate sa fuite, eh bien, c'est terminé, et donc il y a un coût qui est beaucoup plus élevé, et c'est la raison pour laquelle les pressions de sélection seront toujours plus fortes sur les proies pour qu'elles excellent dans l'art d'éviter les prédateurs que sur les prédateurs pour ce qui est de l'art de capturer des proies. Donc c'est un des principes qui permet d'expliquer cette asymétrie dont je parlais. On va revenir à notre ver que je vous ai présenté tout à l'heure, qui lui, en fait, est un as pour éviter la prédation. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant parce que ce parasite, j'y reviens, il a réussi donc à infecter un grillon, il a réussi à infecter avec un stade microscopique. Hein. Il a réussi à se développer pendant plusieurs mois à l'intérieur du grillon jusqu'à faire ce ver énorme sans tuer le grillon, c'est-à-dire sans toucher aux organes vitaux. Il a ensuite réussi à convaincre le grillon de rechercher de l'eau, convaincre de sauter dans l'eau, et là, bloum, juste en sautant dans l'eau, comme vous le savez, si vous êtes pêcheur, un insecte qui se débat à la surface de l'eau est une proie extrêmement attractive pour des grenouilles ou pour des poissons. Et donc là, est-ce que tout s'arrête? Eh bien, en fait, la solution, non. Donc c'est un travail également publié dans Nature il y a quelques années, parce que c'est une stratégie antiprédatrice unique au monde. Donc là, vous avez une grenouille, j'espère que vous la voyez, qui a mangé en fait un grillon infecté. Alors le grillon, lui, ne ressortira jamais vivant du prédateur. Hein. Par contre, le ver est bien décidé à en découdre, et en fait, il s'est extirpé du cadavre du grillon, et il va ensuite remonter pour sortir vivant du prédateur. J'espère que je n'ai pas des spaghettis ce soir, sinon vous penserez à moi. Voilà. Et donc, en fait, cette stratégie est absolument unique au monde. Donc là, évidemment, le grillon est sorti sur de la mousse, mais normalement, la scène a lieu dans l'eau. Et la même chose se produit si le grillon infecté est mangé par une truite. Vous pouvez voir ici dans l'expérience que nous avions réalisée, on voit le ver qui est en train de ressortir par les ouïes donc de la truite. Donc une stratégie unique au monde, en tout cas connue. Alors la coévolution entre les prédateurs et les proies est tellement subtile et tellement calée depuis des millions d'années, eh bien qu'on peut avec simplement un petit détail tout changer. Et donc les paysans du Botswana l'ont bien compris. Ils se sont aperçus que pour diminuer les attaques de lions sur leurs bovins, eh bien, en fait, ils font des gros yeux ronds sur le postérieur des vaches, en fait, puisque les lions, en fait, attaquent souvent par derrière pour éviter les cornes. Et donc, le fait d'avoir des gros yeux sur le postérieur vient en quelque sorte décontenancer le prédateur et donc diminue les taux d'attaque. On a la même chose en Inde avec les attaques de tigres. Si vous portez un masque avec un visage sur l'arrière de votre tête, ça diminue les attaques par rapport à des prédateurs qui ont l'habitude d'attaquer par surprise.
Donc là encore, c'est un des plus gros chapitres sur les interactions prédateur-proie dans les paradoxes de la nature. Il y a des choses absolument fascinantes à découvrir. Je vous invite à le lire. On va parler maintenant de stress, d'anxiété et de dépression. Donc en fait, c'est une discipline qui est tout à fait intéressante, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est la psychiatrie évolutive. Et vous avez ici un de ses représentants les plus importants, donc Randolph Nesse, qui est à la fois psychiatre, donc médecin, et également un biologiste de l'évolution absolument fantastique. Et donc, il s'est intéressé aux troubles de la santé mentale avec un regard au travers du prisme des sciences de l'écologie et de l'évolution. Et en fait, il est arrivé à la conclusion, avec d'autres, que bien souvent, ces troubles de la santé mentale qui peuvent nous empoisonner la vie étaient à la base des adaptations. Donc ça peut sembler bizarre et en tout cas provocateur pour tous ceux qui passent au travers de la souffrance que génère la dépression ou l'hyperanxiété. Et on va expliquer un petit peu tout ça. Alors d'abord, je voudrais rappeler que les troubles de la santé mentale, c'est un caractère qui est quantitatif. On est plus ou moins anxieux, par exemple. Et comme tout caractère quantitatif dans une population, il est tout à fait normal qu'elle soit distribuée selon une courbe de Gauss, ce qu'on appelle aussi une courbe en cloche. Si on prend par exemple la taille, la stature, eh bien, dans une population humaine, vous avez très peu d'individus qui sont tout petits, très peu d'individus qui sont très très grands, et vous avez une majorité d'individus qui ont une taille moyenne. Et donc, c'est la distribution classique pour quasiment tous les traits quantitatifs, et donc il n'y a pas de raison de penser que les troubles de la santé mentale qui ont une composante quantitative échapperaient à cette règle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour ceux qui sont en souffrance, ça veut simplement dire que c'est attendu au sens statistique dans une population qui est donc des individus avec des troubles plus ou moins élevés. Alors, la peur et l'anxiété, alors au passage, ce ne sont pas des pathologies mentales, hein. La peur devient une pathologie mentale lorsque c'est une phobie, et l'anxiété devient une pathologie lorsque c'est de l'hyperanxiété. Mais à la base, la peur et l'anxiété sont des émotions absolument essentielles, présentes dans toutes les sociétés humaines, hein, et on peut réellement dire qu'elles ont joué un rôle absolument crucial dans notre évolution, pour notre adaptation, souvent dans des environnements hostiles ou nouveaux. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, notre environnement, c'était celui-ci, avec partout des prédateurs, des serpents, d'autres animaux venimeux en tout genre, des plantes toxiques, des bandes rivales. Et donc, il y avait une menace omniprésente, et donc les comportements de vigilance, de peur, d'anxiété ont pu favoriser, donner un avantage absolument décisif, et il n'y avait même pas la possibilité de s'habituer à ces dangers, puisque l'homme, comme vous le savez, a bougé, 200 000 ans sorti de l'Afrique, et donc a colonisé la totalité de la planète, et donc à chaque fois a été confronté à des situations absolument nouvelles. Et sans avoir un minimum d'anxiété, ceci aurait été absolument impossible. Sans avoir le sentiment de peur, ceci aurait été impossible. Donc en fait, la peur et l'anxiété sont des traits qui agissent comme des systèmes d'alarme, et la fonction première, c'est clairement de nous inciter à la vigilance par rapport à des menaces qui sont réelles ou perçues, et qui nous permettent de réagir de façon rapide et appropriée en cas de danger. Alors vous allez me dire, ok, donc c'est comme en fait un détecteur de fumée. Eh bien, c'est exactement ça. Et un détecteur de fumée, comme vous le savez, des fois, ça se déclenche pour rien, pour du pain grillé, trop grillé, une cigarette dans une maison. Et ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il vaut mieux réagir 100 fois pour rien que de tout perdre une seule fois. Si vous êtes dans une forêt en Afrique, vaut mieux se retourner 100 fois s'il y a une brindille qui craque que de se faire manger une seule fois par un lion, par exemple. Et donc, c'est le principe même d'un détecteur de fumée, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait des fausses alarmes, et ça fonctionne de la même façon pour nos systèmes d'alarme. On a également donc de fausses alarmes. C'est typiquement le cas avec les comportements, les nausées, les dégoûts. Chez la femme enceinte, par exemple, on sait aujourd'hui que dans les 3 premiers mois de la grossesse, lorsque l'embryon met en place ses organes, on a un syndrome qui vient exacerber les nausées, notamment vis-à-vis de la viande plus que les légumes. Donc la viande est
potentiellement plus source d'infection et pour venir nous protéger, à protéger l'embryon à cette période absolument cruciale. Donc, juste pour vous montrer que les comportements de dégoût, c'est quelque chose qui peut être assez spontané, je vous invite à faire le petit exercice suivant. Si vous regardez la colonne de gauche, qui n'est pas censée représenter quelque chose avec un risque infectieux par rapport à la colonne de droite. Par exemple, le bleu n'est pas associé à un risque d'infection particulier par rapport à cette espèce de soupe avec des taches un peu rougeâtres dedans. Là, vous avez un individu qui a l'air clairement fiévreux par rapport à celui-ci, donc immédiatement, on perçoit un risque d'infection supérieur chez cet individu. La même chose dans le métro, si vous êtes dans une période où il y a beaucoup de monde ou s'il n'y a personne. Donc là encore, donc, vous voyez, donc, sur cette expérience, on voit que ces comportements de dégoût peuvent évoluer rapidement, même si vous n'avez pas un risque d'infection qui est systématique. Alors vous allez me dire, d'accord, mais le monde a quand même profondément changé entre la préhistoire et puis le monde actuel. C'est vrai, mais il ne faut pas s'imaginer que nos adaptations vont changer de la même façon. Les processus évolutifs sont extrêmement lents et ce qui est, enfin, ils peuvent être rapides, mais la plupart du temps, ils sont relativement lents, surtout dans des grandes populations. Et donc, on peut clairement dire qu'on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois des individus sommes des individus modernes avec des tas de capacités à être performants dans un monde moderne, mais on conserve encore plein d'adaptations à un monde qui n'est plus, qui a profondément changé. Et donc, c'est toute l'originalité donc de l'espèce humaine. Et puis, il faut savoir aussi quand même que les comportements d'anxiété peuvent encore être salvateurs. Aujourd'hui, on a plein de raisons. Avec les réseaux sociaux, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre, d'un animal dangereux, des épidémies, il y a des harcèlements, et puis il y a également des guerres, comme vous le savez. Et donc, je repensais à un article qui a été publié où les chercheurs sont intéressés à l'anxiété chez des adolescents. Et puis, on a regardé, je crois que c'était 30 ou 40 ans plus tard, lesquels étaient encore vivants, eh bien, figurez-vous qu'il y avait une différence qui était significative. Les anxieux étaient majoritaires par rapport à ceux qui n'étaient pas anxieux. Donc, si vous êtes anxieux, ne tracassez pas, dites-vous que vous êtes adapté certainement à une autre époque et que ceci continue parfois de vous conférer un avantage dans le monde actuel. Alors, en ce qui concerne la dépression, évidemment, on ne va pas passer toutes les maladies mentales, j'en ai choisi 2 ici. Donc, en fait, les psychiatres spécialisés également en biologie évolutive interprètent ceci comme ce qu'ils appellent la stratégie de défaite involontaire. En fait, lorsque vous êtes face à une situation qui est perdue d'avance, en tout cas qui a de grandes chances de l'être, eh bien, la sélection naturelle aurait favorisé le déclenchement de pathologies qui vous forcent à renoncer. En fait, c'est comme dans des fameux films d'arts martiaux où vous avez le héros blessé qui s'entête à vouloir combattre et qui se fait tuer. Eh bien, il aurait mieux fait de partir et puis de rétablir, de guérir sa blessure, et puis il aurait pu continuer à vivre et se reproduire plutôt que de bêtement continuer le combat. Et donc souvent, quand une situation est perdue d'avance et qu'on s'entête, on risque de prendre des coups beaucoup plus forts qui peuvent même parfois être fatale. Donc en fait, la sélection naturelle n'a pas, sans être immorale et amorale, et favorise toute forme d'adaptation qui maximise la combinaison reproduction-survie, même lorsque ces adaptations ne sont pas agréables à vivre. Et donc la dépression serait typiquement un exemple d'une adaptation qui n'est pas agréable à vivre, mais qui peut être salvatrice, puisque renoncer, ça permet de passer à autre chose. Et puis tôt ou tard, l'environnement change, et puis les conditions viennent meilleures, et puis la meilleure des choses à faire, c'était de renoncer. Alors évidemment, le problème de la dépression, elle devient pathologique si la stratégie de défaite involontaire se déclenche pour rien, ou si elle persiste, c'est-à-dire que l'individu n'arrive plus ensuite à la stopper. Donc c'est uniquement dans ces cas-là que l'on parle réellement de pathologie, mais à la base, c'était donc, selon en tout cas ces chercheurs, des adaptations.
Parfois, les troubles de la santé mentale peuvent être liés à des parasites. Et donc, vous vous souvenez de ce petit parasite dont je vous ai parlé tout à l'heure, Toxoplasma gondii, qui arrive à rendre les rongeurs amoureux de l'odeur d'urine des chats. Je vous ai dit qu'il posait des problèmes chez l'espèce humaine uniquement dans le cadre de la primo-infection chez la femme enceinte, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, un nombre croissant de travaux montre que, en fait, ce petit parasite, lorsqu'il est dans notre cerveau, hein, donc il est dans l'équivalent du rongeur, en fait, en quelque sorte, eh bien, a des troubles, entraîne des troubles sur la santé mentale. Alors, certains troubles qui pourraient être de nature autrefois à favoriser la transmission vers des félidés, lorsqu'on était encore chassé par des gros félidés. Évidemment, aujourd'hui, on a peu de chance d'être mangé par son chat ou un autre félidé, mais ce parasite enquisté dans le cerveau, une fois que vous l'avez pour le restant de vos jours, hein, donc bon, c'est plus d'un tiers de l'humanité qui est infectée. Et donc, en fait, certains travaux ont montré que les hommes infectés, par exemple, étaient plus suspicieux, plus jaloux, plus souvent impliqués dans des accidents de voiture, donc moins respectueux des règles. Donc, en fait, ce n'est pas si anodin que ceci, à tel point que le chercheur Kevin Lafferty de l'Université de Californie à Santa Barbara s'est posé la question suivante. Il s'est dit, mais bon sang, puisque la prévalence de ce parasite va de 0% dans certaines populations à près de 100% dans d'autres, hein, les Inuits par exemple, hein, qui mangent beaucoup de viande crue, eh bien, si ce parasite a des effets sur la personnalité des gens, eh bien, c'est le comportement, les attitudes de nations entières qui pourraient être influencées par ce parasite. Et donc, il a établi des corrélations, ça reste juste des corrélations, hein, mais entre des grandes tendances populationnelles par rapport au caractère conservateur, peur de l'avenir, etc., et la prévalence par pays. Le chercheur pousse même jusqu'à dire que ceci pourrait influencer évidemment les partis politiques locaux. Enfin, une histoire absolument incroyable, tout ça à la base pour un petit parasite qui cherche juste à favoriser sa transmission vers un félidé. Alors, au-delà de ces troubles de la santé mentale qu'on peut qualifier de légers, là, c'est moins rigolo. Il y a plus de 50 études maintenant qui montrent des liens avérés avec des troubles psychiatriques beaucoup plus importants comme la dépression, schizophrénie, troubles bipolaires. Voilà, donc encore beaucoup d'autres choses sur la santé mentale dans les paradoxes de la nature. Là, je vous ai pris juste quelques exemples. On va passer maintenant à la tragédie des communs. Comme je disais tout à l'heure, on le voit, on le sait. Nous sommes en train de détruire la planète d'une façon extrêmement inquiétante. Nous savons que c'est souvent le bien commun qui est menacé, hein, la surpêche, hein, on le sait, on pêche trop de poissons et pourtant on continue. On sait que les voitures polluent, accélèrent le réchauffement climatique, les avions pareil. Et pourtant, seul le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 a été capable de faire stopper les avions quelques semaines dans le ciel, hein, sinon c'est impossible. On est bien content d'être dans une société où on a l'école, des soins, et pourtant on va pas harceler le fisc pour absolument être imposé sur une petite somme en liquide, qu'on a une petite somme ou grosse somme, ça dépend des gens qu'on a reçus en liquide, hein, alors que c'est une tricherie dans le système. Et puis la déchetterie souvent est pas très loin, mais ça ne nous empêche pas de mettre nos ordures devant la porte en rentrant bien vite pour pas croiser le voisin, parce qu'on sait que le comportement n'est pas très vertueux. Et donc, d'une façon générale, le bien commun est très mal respecté, et ça conduit à une situation qui conduira elle-même à un échec collectif. Donc, ça peut sembler paradoxal, et pour expliquer ce paradoxe, le premier qui s'est intéressé à cette question, c'est l'écologue américain Garrett James Hardin, en 1968, avec une publication qui a eu un impact absolument majeur par la suite, et donc qui propose un exercice de pensée mentale, donc basé sur des commons, donc des prairies communales en Angleterre, sur lesquelles les agriculteurs peuvent mettre des bovins. Et donc, très rapidement, les agriculteurs s'aperçoivent que celui qui met non pas un bovin, mais qui en met deux, va gagner plus d'argent que celui qui en met un. Donc, évidemment, chaque agriculteur va mettre davantage de bovins. Le problème, c'est que la ressource herbe est limitée et limitante, donc il y en a de moins en moins. Donc, les bovins ont une valeur qui devient de moins en moins bonne lorsqu'ils les vendent. Mais si le coût à mettre des bovins reste
plus faible que le coût à ne pas en mettre, eh bien, le processus va hélas continuer jusqu'à avoir une destruction totale du bien commun. Pire encore, si certains, conscients du problème, voulaient s'auto-censurer en disant on est en train de gaspiller la ressource, donc moi je vais arrêter de mettre davantage de bovins, eh bien ce serait le seul perdant. Pire encore, lorsqu'il reste très peu de ressources, certains veulent à tout prix la surexploiter pour être les derniers à l'avoir. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs, donc une incompatibilité entre la propriété commune et la durabilité. Et hélas, ça concerne évidemment tous les biens communs aujourd'hui, que ce soit les océans, le climat. Et c'est extraordinairement difficile de sortir de la tragédie des communs. Ça peut être les coquilles Saint-Jacques, la baie de Saint-Brieuc, par exemple. Et donc, il y a plein de solutions qui ont été envisagées par l'intelligence humaine pour éviter la tragédie des communs. Donc, une première, par exemple, c'est la privatisation. On s'aperçoit que, comme par hasard, si c'est une prairie communale qui n'appartient à aucun propriétaire en particulier, on a la tragédie des communs. Par contre, si chaque éleveur est propriétaire de sa parcelle, eh bien, cette fois, il va faire en sorte d'avoir une gestion de son cheptel qui soit respectueuse donc de la ressource. Bon, donc la privatisation a été une des solutions. Légiférer, on peut par exemple donner un label à ceux qui ont un comportement vertueux pour les encourager. On peut sanctionner ceux qui ont un comportement qui n'est pas vertueux. On peut même faire les deux. Si vous prenez par exemple les voitures, on peut à la fois sanctionner celui qui a un véhicule polluant et puis lui donner une aide s'il achète un véhicule non polluant. Et donc, toutes ces solutions pour sortir de la tragédie des communs, en fait, elles sont typiquement applicables à l'homme et uniquement à l'homme. On n'a pas de punition, on n'a pas de label dans le monde animal. Et pourtant, il existe des ressources communes chez les animaux. Alors, bien sûr, certains essaient de se la privatiser, des oiseaux qui, par exemple, vont avoir un territoire. Mais globalement, la ressource, elle est commune. On sait qu'elle peut être fortement dégradée. Si vous prenez des criquets, par exemple, ils arrivent dans un champ. Une fois qu'ils ont terminé leur travail, il ne reste pas grand-chose. Mais dans d'autres situations, eh bien, les animaux sont capables de préserver le bien commun et c'est une source d'inspiration pour l'espèce humaine et les solutions trouvées dans la nature, je vous les laisse découvrir dans le livre Les paradoxes de la nature. Voilà, donc, ou les paradoxes du vivant, paradoxes de la nature, ça c'est un peu la même chose. Voilà, donc ce que je voulais vous raconter ce soir pour vous donner donc envie de découvrir cet ouvrage et puis en même temps découvrir la logique des sciences de l'évolution et comment elle permet d'avoir un éclairage sur le fonctionnement du monde vivant. Voilà, merci beaucoup et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour ces fascinants exemples de l'évolution. Monsieur Védérigui, on vous laisse gérer les questions, si vous le voulez bien. Ok, donc je garde un œil sur le chat et comme je suis un individu issu d'une sélection franco-italienne, je suis capable de faire deux choses en même temps. C'était passionnant, évidemment, extrêmement riche. Alors peut-être, je vois pas de questions encore, mais la première qui me vient à l'esprit, genre je dois avouer quand même, que je suis un petit peu microbiologiste sur les bords et donc peut-être que ça va influer sur ma première question, qui est finalement assez générale. Hem je voulais savoir, dans quelle mesure, on explique beaucoup de choses par le microbiote aujourd'hui, chez l'homme, dans mon domaine aussi, chez l'animal, dans le domaine vétérinaire. Dans quelle mesure est-ce que vous vous intéressez au microbiote ou influe, Oui. sur vos travaux? Comment vous le prenez en compte? Enfin, voilà. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une explosion de travaux ces dernières années qui nous montrent qu'il est impossible d'occulter le microbiote. Il a une importance capitale pour comprendre énormément de choses sur notre fonctionnement, même nos comportements, nos préférences alimentaires, nos pathologies. Et moi, ce qui me fascine le plus à l'heure actuelle, c'est qu'on s'aperçoit que dans les tumeurs, il y a un microbiote particulier
avec bien sûr des bactéries, mais aussi des champignons. Il y a beaucoup de travaux fascinants qui sortent dans des très grands journaux en ce moment, et en fait, on ignore la nature réelle des interactions entre les cellules cancéreuses et ces autres organismes présents dans la tumeur. Alors, dans certains cas, ça peut être des organismes opportunistes. On sait par exemple aujourd'hui que dans des tumeurs du côlon, on a certaines bactéries qui sont présentes, tout simplement parce que la tumeur constitue une nouvelle niche écologique. Et donc, ça veut dire que si on retrouve dans les fesses de ce patient de cette bactérie, et ben, hélas, ça veut dire aussi qu'il a une tumeur quelque part. Donc, on peut les utiliser comme biomarqueurs, mais on est actuellement en train de soupçonner que dans les tumeurs, il pourrait y avoir des relations beaucoup plus complexes entre les cellules tumorales et des champignons, avec peut-être une hypothèse complètement folle, mais qu'on commence juste à regarder, c'est que si par exemple on était sur des interactions de type mutualiste, eh bien un simple antifongique priverait la tumeur de champignons qui peuvent lui être bénéfiques à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de travaux, et j'en ai à l'heure actuelle dans mon laboratoire des travaux justement qui visent à regarder si une tumeur se débrouille mieux avec des levures, des champignons avec elle ou pas. Et puis dans les hydres que je vous ai mentionnés tout à l'heure, en fait, on a un microbiome tout à fait particulier qui, lui, est indispensable pour que les tumeurs arrivent à s'installer et se maintiennent. C'est-à-dire que dans certains cas, des antibiotiques permettent de supprimer d'abord les bactéries et ensuite la tumeur qui est associée. Donc oui, un microbiome absolument fascinant, et c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder et considérer. Ouais. C'est très intéressant, mais par exemple, vous venez de parler des hydres. Oui. Est-ce que, alors, bon, moi je suis un petit peu microbiologiste, mais je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un microbiote ou un bon microbiote. Oui. Mais est-ce que sur l'installation des tumeurs, est-ce que c'est le résultat suite à une dysbiose ou, Ça peut être une dysbiose aussi. En fait, bon, très souvent, dans un organisme où il y a une certaine homéostasie, il n'y a pas forcément de place pour des cellules tumorales qui ne sont pas forcément de bonnes compétitrices d'entrée de jeu. Très souvent, si vous avez, souvent les gens disent que c'est en cas de choc émotionnel qu'on peut développer un cancer, mais en fait souvent le choc émotionnel il entraîne une immunosuppression, et c'est davantage l'immunosuppression qui va permettre à des cellules voyous présentes de se développer, hélas, jusqu'à un certain seuil au-delà duquel c'est trop tard, la tumeur va continuer à grossir. Voilà, donc en fait, on a effectivement des déséquilibres, des dysbioses qui peuvent être à l'origine de cellules voyous opportunistes qui vont avoir sur ces instants-là une fenêtre pour initier une tumeur qui pourra ensuite ne pas évoluer. Le monde ne se divise pas en deux, ceux qui ont un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer, ceux qui ont un cancer invasif. On a tous des processus cancéreux qui s'accumulent dans notre corps. Plus on vieillit, plus on en a. Et la vraie question, en fait, c'est de savoir lesquelles de ces formes, de ces carcinomes in situ, par exemple, certains ne vont jamais bouger, resteront. Et en gros, si c'est eux qui devaient vous tuer, ils vous tueraient à 310 ans. Donc, il n'y a aucune utilité à retirer ces choses-là. Et qu'est-ce qui fait que certains deviennent des formes invasives qui, eux, pour le coup, sont des tueurs qui sont en mesure de nous tuer plutôt que prévu. Ouais. Très bien. Alors j'en profite, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quand vous avez évoqué le cancer, vous avez parlé enfin, j'ai pris des notes, du suicide cellulaire. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors si on met de côté l'oxydation globalement, ou le vieillissement, l'oxydation des cellules, est-ce que finalement c'est pas le cancer n'est pas un peu inhérent à la vie? Oh, absolument. Est-ce que Absolument. ça serait pas pour éviter, allons-y, l'immortalité qui serait un risque Alors, puisqu'il y aurait plus de il y aurait plus de diversité si on était immortel? oui, alors, mais ça, c'est un raisonnement a posteriori
qu'on appelle souvent des raisonnements finalistes. Alors en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, au sens où la sélection naturelle peut favorise l'individu avant tout. Si vous prenez par exemple dans les lagunes du sud de la France, vous avez du plancton. En fait, on pourrait dire, mais le plancton ne va pas exploser et faire des blooms planctoniques parce que à terme, ça va tout tuer. Eh bien, il le fait quand même. Il le fait quand même, et effectivement, ça tue tout le monde. Donc, en fait, la sélection naturelle ne travaille pas pour le bien de l'espèce, hein. Elle travaille au niveau des individus. Alors, bien sûr, sur des temps évolutifs très longs, certaines combinaisons peuvent conduire à l'extinction d'espèces. Par exemple, ceux qui justement ne font pas de reproduction sexuée, qui se reproduisent de façon clonale, eh bien, ils envahissent à court terme, mais à long terme, par manque de diversité, ils se font éliminer lorsque l'environnement change. Voilà. Donc, pour répondre également à votre question, oui, le cancer, hélas, c'est inhérent à l'évolution de la multicellularité. C'est le prix à payer pour avoir aussi le bonheur d'exister en étant un organisme de plusieurs milliards de cellules, avec toute la subtilité que ceci peut entraîner. Mais en fait, on a forcément des cellules qui vont ne pas jouer le jeu. Alors, c'est vrai qu'on est très fort pour les éliminer, mais pas totalement résistant au cancer, tout simplement parce que le coût à payer serait trop fort. Et donc, la sélection naturelle maximise, n'oubliez pas, la reproduction. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un individu qui serait totalement résistant au cancer avec une dépense énergétique monstrueuse au point qu'il ne se reproduit plus, eh bien, une telle situation ne peut pas être sélectionnée en termes évolutifs par rapport à une situation où il vaut mieux investir un peu moins dans la défense anti-cancer tant que nous sommes reproducteurs. Et c'est ce qui se passe. La plupart des cancers, en fait, surviennent dans la phase post-reproductive. C'est hélas le résultat horrible auquel Charles Darwin était arrivé lorsqu'il avait réalisé que toutes les pathologies qui surviennent après que l'essentiel de la reproduction a été fait sont évolutivement neutres. Souvent, ça ne change pas grand-chose sur le nombre de descendants que vous allez avoir si vous avez un cancer à 65 ans ou 75 ans. Par contre, si vous l'avez à l'âge de 5 ans, c'est pas la même histoire. Voilà. Donc oui, c'est inhérent, inéluctable à l'évolution des organismes multicellulaires. Et globalement, on peut dire que la plupart des espèces sont en adéquation entre le risque cancéreux et les défenses. C'est-à-dire que ça a été ajusté par la sélection naturelle. Et le gros problème de l'espèce humaine aujourd'hui, c'est que nous sommes en ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le mode de vie que nous avons à l'heure actuelle et ce pourquoi nous avons été optimisés pour résister au cancer. Je prends des exemples que vous connaissez tous. On mange beaucoup trop, on ne fait pas assez de sport. Même la reproduction a changé. Les femmes préhistoriques n'avaient que quelques dizaines d'épisodes de règles dans toute leur vie, puisqu'elles étaient soit enceintes ou à allaiter, alors qu'aujourd'hui, une femme moderne peut avoir 300, 400 épisodes de règles. C'est totalement inédit dans l'histoire de l'humanité, avec à chaque fois des pics hormonaux. Et donc, si vous avez là des cancers hormonaux dépendants, eh bien évidemment, ça prolifère. Donc, toutes ces situations sont inédites et nous n'avons pas encore, j'ai envie de dire, sélectionné des défenses anti-cancer qui correspondent au mode de vie moderne, oncogène, on fume, on boit, on ne bouge pas assez, on mange trop. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut venir compléter la boîte à outils avec la science, avec des outils, ou alors participer à l'épisode de sélection et puis peut-être que dans quelques milliers d'années, les hamburgers et autres saloperies seront considérés comme des nourritures pour lesquelles nous sommes totalement adaptés, mais pour l'instant, c'est pas véritablement le cas. Voilà. Donc, le cancer, oui, est inhérent à la vie multicellulaire et il est exacerbé de nos jours de par notre mode de vie qui commence aussi à se déverser sur les écosystèmes. Il y a de plus en plus de cancers dans la faune sauvage. Des exemples emblématiques, par exemple Tchernobyl ou la couche d'ozone qui lorsqu'elle diminuait, ça ne génère pas que des cancers chez l'espèce humaine, bien sûr que non. Ça introduit également des sources oncogènes chez d'autres espèces et tout ceci est relativement inédit. La plupart des animaux, ceux qui viennent manger dans nos poubelles par exemple, déjà la plupart du temps on a une alimentation qui n'est pas très bonne pour nous.
Donc, elle n'est pas très bonne non plus pour des animaux qui n'ont absolument pas coévolué avec ce type de nourriture. Donc oui, c'est inéluctable et oui, c'est exacerbé de nos jours. Alors, je garde un œil sur le chat, mais je ne vois pas de réaction ni de questions. C'est vrai que j'ai entendu dans votre présentation à plusieurs reprises le mot équilibre ou la recherche d'équilibre entre le prédateur et la ressource quelque part. Et alors je me suis posé la question, évidemment, avec votre premier exemple et le papillon noir et blanc, comment dire, moi j'avais en tête, mais c'est sans doute complètement idiot, hein, que la nature ne faisait rien pour rien globalement, et que, bon, donc la question que je me pose, c'est imaginons qu'il n'y ait pas eu de pollution des bouleaux, Ouais. à quoi sert le papillon noir? Alors, c'est une très bonne question. En fait, dans une population qui ne serait, où il n'y a pas de pollution, en fait, le papillon noir fait simplement partie, c'est simplement un mutant en quelque sorte. Bon. La mutation, c'est quelque chose qui est la plupart du temps lié à des erreurs de recopiage de l'ADN. Mais s'il n'y avait pas ces mutants, en fait, les espèces qui ne mutent pas, en fait, sont vouées à l'extinction parce qu'en fait, elles seraient immuables. Donc en fait, l'évolution maintient au cours du temps des taux de mutation. De toute façon, c'est inéluctable, mais plus ou moins fort. Il n'y a pas forcément de pression pour corriger ces mutations, tout simplement parce que ça génère de la diversité. Donc dans une population qui n'est pas polluée, il y a très peu, j'entends sur les troncs de bouleaux, il y a très peu de papillons noirs, c'est-à-dire que ça correspond simplement à la fréquence des mutations qui les font apparaître. Bon. Par contre, si cette fois l'environnement change et que l'avantage à être sombre, cette fois est supérieur, forcément la sélection naturelle va enclencher l'augmentation de fréquence dans la population parce que ces individus se reproduiront davantage. Donc en fait, des mutations, on en a plein tout le temps, c'est absolument normal et ça génère en quelque sorte un substrat sur lequel la sélection naturelle peut trier. Et en fonction de l'environnement, eh bien, c'est telle combinaison qui est plus adaptée à tel moment ou tel moment. Et on a en fait exactement la même chose avec le cancer, hein, si je reviens là-dessus. En fait, on ne voit que les cancers qui réussissent sur on ne sait combien de candidats chaque jour qui essayent dans le corps, et tout laisse penser que les seuls cancers qui réussissent sont les combinaisons, sont ceux qui basent leur fonctionnement sur une hyper instabilité génétique, de telle sorte qu'il y ait énormément de diversité dans la tumeur. On dit souvent que dans une tumeur de quelques grammes, il y a plus de diversité qu'il n'y en aurait entre tous les hommes de la planète. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les cellules cancéreuses résistent à nos thérapies. C'est un petit peu comme si vous mettiez la totalité de l'humanité à moins 40 la nuit prochaine. Je suis certain qu'il y aura un Inuit et un Polonais qui résisteront, par exemple. Donc, en fait, plus il y a de diversité, plus il y a ce qu'on appelle de l'évolvabilité, c'est-à-dire un potentiel évolutif. Voilà. Et donc, en fait, les espèces qui ne muteraient pas, de toute façon, sont vouées à l'extinction parce qu'elles seraient immuables. Et donc, quand l'environnement change, par définition, elle ne pourrait pas être adaptée à tous les environnements, alors qu'une espèce qui mute, donc la mutation est quelque part salvatrice. Ça fait partie de la vie et de l'évolution. Alors, je vois dans le chat une question, Karine Petersen, qui nous dit que l'évolution humaine a fait que des couples ne pouvant avoir des enfants peuvent en avoir. Est-ce que cela changerait quelque chose pour notre évolution? Alors, d'une façon générale, alors qu'on s'entende bien, bien sûr que les gens qui sont malades, bien sûr que les gens qui n'ont pas d'enfants, bien sûr qu'on est là pour aider tout le monde et c'est le résultat de la science d'arriver à un tel progrès, c'est l'objectif et je le partage à 100%. Dès lors qu'on vient forcer des choses qui normalement n'arriveraient pas, c'est-à-dire effectivement des couples stériles, des gens qui je vais vous prendre un exemple. Avant, lorsque vous aviez un enfant qui avait une mutation qui le rendait incapable de digérer le lait maternel, pour un petit mammifère, c'était absolument mortel. Bon.
Et donc, ces enfants-là, évidemment, n'avaient pas l'occasion de vivre. Aujourd'hui, on a des laits de substitution, si bien que cette mutation qui rend un mammifère incapable de digérer le lait maternel n'est plus un problème. Voilà. Donc, en fait, on a rendu neutre une mutation qui est, a priori, très ennuyeuse naturellement. Voilà. Et donc, en fait, on a ceci avec plein de nos pathologies, en fait. Donc, en fait, si on fait une projection sur des milliers d'années, peut-être que ce progrès scientifique qui vient soigner les symptômes, mais sans soigner les gènes, eh bien, nous condamne à, bientôt, on aura peut-être dans le futur 300 pilules pour venir, à chaque repas, pour venir corriger tous les effets des pathologies que nous aurons accumulées du fait de l'accumulation de nos mutations. Après, il y a d'autres systèmes scientifiques qui sont intéressants, avec notamment le ciseau à ADN, CRISPR-Cas9, qui permettrait, au moins en théorie, et on verra si l'avenir le confirme, eh bien de venir quelque part corriger des injustices génétiques. C'est-à-dire que on va venir retirer des gènes qui sont défectueux pour les remplacer par des gènes qui fonctionnent, et la personne sera non seulement guérie, mais ne transmettra plus les mutations congénitales délétères à sa descendance. Alors bien sûr, il faut travailler sur l'embryon, enfin sur les premières cellules une fois fécondées. Mais on peut espérer, avec le progrès scientifique, ne pas simplement diminuer les symptômes sans soigner ou éliminer les gènes qui en sont responsables, mais venir corriger des injustices génétiques. Et alors, certains parlent d'eugénisme, mais ce n'est pas du tout l'eugénisme au sens de l'homme à la petite moustache, qui lui tuait évidemment ceux qui étaient porteurs de tard. Là, c'est venir vraiment corriger, et on peut espérer que par le futur, alors évidemment avec toutes les précautions et les règles éthiques qu'il faut avoir pour encadrer tout ceci, bien sûr.